Retrouvailles Obama-Netanyahou à la Maison-Blanche. Après la distance créée par l'accord nucléaire iranien, les deux dirigeants réaffirment la solidité du lien Israël-États-Unis. En Jordanie, un policier tue deux instructeurs américains et un Sud-Africain sur une base de la police. Il a ensuite été abattu, tuerie qui pourrait être liée au terrorisme islamiste. Jamais l'atmosphère n'a compté autant de concentration de gaz à effet de serre. C'est un rapport alarmiste à quelques jours du sommet mondial sur le climat qui doit se tenir à Paris avec plus de 100 chefs d'État. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir, c'était donc tout à l'heure à la Maison-Blanche les retrouvailles en tête-à-tête entre Barack Obama et Benyamin Netanyahou. Les deux dirigeants devaient tourner la page de l'accord sur le nucléaire iranien qui a entraîné une brouille de plus d'1 an entre les deux hommes. Les sourires étaient en tout cas sur les deux visages tout à l'heure. Joseph Emmanuel. Ils ne se sont pratiquement pas adressé la parole pendant 1 an. Ils sont aujourd'hui contraints de se réconcilier. Barack Obama et Benyamin Netanyahou sont arrivés quasiment en même temps au pouvoir et depuis 2009, ils ne cessent d'accumuler les griefs. Le président américain reproche au Premier ministre israélien d'avoir sabordé tous les efforts déployés par la diplomatie américaine, des efforts pour relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. De son côté, Benyamin Netanyahou ne pardonne pas à Barack Obama les négociations sur le programme nucléaire iranien et l'accord conclu en juillet dernier. Mais aujourd'hui, les deux hommes s'écoutent et se rassurent. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, la sécurité d'Israël fait partie de mes priorités en matière de politique étrangère. Très vite, Barack Obama confirme l'objet principal de cette visite officielle israélienne. Il considère l'assistance militaire américaine à l'allié israélien comme une obligation, mais aussi comme une part essentielle de la sécurité américaine. Et une fois les obligations diplomatiques posées, le président américain aborde le sujet qui fâche. C'est l'occasion de parler de la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce n'est pas un secret que le Premier ministre et moi-même avons eu un fort désaccord sur ce point particulier. Mais nous n'avons aucun désaccord sur le fait que l'Iran ne doit pas se doter de l'arme nucléaire. Pas de désaccord non plus autour de la vague de terreur qui frappe Israël depuis plusieurs semaines, mais le vocabulaire est soigneusement choisi. Nous condamnons de la manière la plus ferme les violences palestiniennes contre des citoyens israéliens innocents et je veux répéter une nouvelle fois ce que je crois fermement, à savoir qu'Israël a le droit et l'obligation de se protéger. Le droit d'Israël à se protéger, l'obligation aussi d'arriver à la paix. Comment faire pour revenir sur le chemin de la paix et comment être certain que l'aspiration légitime palestinienne devienne un processus politique, même en restant assuré qu'Israël continue à se défendre. Le message du président Obama est donc clair, un message entendu par Benyamin Netanyahou. Je veux être très clair, nous n'avons pas perdu notre espoir en la paix et on ne l'abandonnera jamais. Et je reste engagé dans une vision de la paix. Et le Premier ministre en profite pour exposer une nouvelle fois sa vision de la paix. 2 États pour 2 peuples, un État palestinien démilitarisé et la reconnaissance d'Israël comme État juif. Et le Premier ministre remercie ensuite personnellement son homologue américain pour le soutien de l'Amérique indéfectible à l'État d'Israël. Je veux vous remercier encore une fois pour votre hospitalité, pour le soutien et le renforcement de l'amitié entre Israël et les États-Unis d'Amérique. Voilà, beaucoup de choses dans ces regards et cette poignée de main. On va en parler justement avec vous, Dror Even Sapir. Bonsoir, analyste politique. D'abord, est-ce qu'on peut voir dans cette poignée de main, dans ces regards, le signe d'une vraie détente entre les deux hommes ?
Bon, mais écoutez, on a affaire à deux dirigeants politiques qui ne s'apprécient guère personnellement, qui ne partagent pas la même vision des choses et certainement pas la même vision des choses au Moyen-Orient, hein, deux conceptions idéologiques tout à fait différentes, voire opposées. C'est un différend qui est affiché depuis déjà de nombreuses années et qui est connu de tout le monde. Barack Obama et Benjamin Netanyahu ne s'apprécient pas et ils savent que ce niveau de défiance est grand et qu'il est connu de la plupart des gens, que ce soit en Israël ou aux États-Unis. Donc il ne s'agissait pas de faire semblant d'effectuer des retrouvailles chaleureuses, mais simplement de redire certaines choses qui font partie du répertoire classique de la communication entre dirigeants israéliens et américains, mais qui sont importante à réaffirmer étant donné justement le niveau des défiances. Alors on a eu droit à Benjamin Netanyahu qui remercie Barack Obama pour avoir contribué à l'effort de défense d'Israël. On a eu droit au fameux couplet sur les valeurs et les intérêts communs entre Israël et les États-Unis. Et puis on a eu droit à un Barack Obama qui réaffirme que Israël a le droit et le devoir même d'assurer la défense de ses citoyens. Ce sont des phrases qu'on a entendues maintes et une fois, et encore une fois, dans le contexte actuel, et étant donné le niveau de défiance entre les deux hommes, c'était des phrases qu'il fallait dire. Donc on a plutôt l'impression d'un début de détente, on va dire. Alors justement, parmi les dossiers abordés maintenant dans le fond, il y a celui évidemment du dossier israélo-palestinien. Deux États pour deux peuples, a redit encore une fois Netanyahou. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il réaffirme, depuis la campagne électorale, qu'il réaffirme son engagement en faveur de deux États pour des peuples, en prenant bien soin de préciser que l'État palestinien sera démilitarisé et qu'il devra reconnaître Israël comme État du peuple juif ou comme État juif. Mais c'est important pour les oreilles américaines et pour celles de Barack Obama, parce qu'on s'en souvient, pendant la campagne électorale, Benjamin Netanyahu avait dit qu'il n'y aura pas d'État palestinien tant que lui sera au pouvoir. Ensuite, lorsque les caméras sont sorties du bureau ovale, lorsque les journalistes sont partis, on peut imaginer que Barack Obama a demandé à Benjamin Netanyahu non pas ce qu'il comptait faire pour qu'un État palestinien puisse voir le jour dans un futur proche, parce que ça, même les Américains y ont renoncé très clairement, et ils l'affirment. On ne peut même pas s'attendre à ce que Barack Obama ait demandé à Benjamin Netanyahu ce qu'il comptait faire pour favoriser les conditions d'une reprise des pourparlers de paix, parce que même cet objectif plus modeste, il a été abandonné, pas officiellement mais presque, par l'administration américaine, par l'administration Obama. Par contre, le fait que les Américains ne croient pas en la possibilité d'un État palestinien dans un futur proche ne signifie pas qu'ils ont renoncé au principe même des deux États pour les deux peuples. Et donc, on peut s'attendre à ce que Barack Obama demande à Benjamin Netanyahou ce qu'il compte faire très concrètement sur le terrain pour éviter qu'un autre scénario, celui d'un seul État, un État commun aux Israéliens et aux Palestiniens, ne finisse par s'imposer. Ce scénario-là, ni les Israéliens ni les Américains n'en veulent. Alors il y a aussi cette phrase d'Obama qui n'est pas aussi entendue pour la première fois, celle de la sécurité d'Israël, priorité absolue des Américains. Et bien évidemment, derrière cette phrase, on peut s'interroger sur ce que ça signifie concrètement, notamment concernant ces fameuses compensations. Vous savez, ces compensations sécuritaires, financières, qui seraient versées par les États-Unis à Israël et qui seraient censées compenser justement les effets de la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. Avec la levée des sanctions, l'Iran va redevenir une puissance qui compte au Moyen-Orient. Les Israéliens, bien évidemment, ont de quoi être inquiets. Pas seulement les Israéliens, d'ailleurs, les pays du Golfe également. Et tout l'enjeu, en fait, de cette rencontre, en tout cas l'un des principaux enjeux, c'est de savoir à quel point les États-Unis peuvent se montrer généreux pour que l'aide américaine, qui est déjà conséquente à Israël, soit augmentée d'une telle manière à ce que la prépondérance stratégique d'Israël dans la région ne soit pas remise en cause, pas même par l'Iran. Merci Dror Evan Sapir, on y revient dans une vingtaine de minutes avec des invités justement sur ces retrouvailles Obama-Netanyahou à Washington. 12 morts et 158 blessés, c'est le bilan désormais des attaques anti-israéliennes qui ont débuté il y a 40 jours. Hier soir, un jeune policier de 20 ans blessé la semaine dernière dans une attaque à la voiture bélier a succombé à ses blessures. Et ce matin, nouvelle tentative d'attaque au couteau dans les territoires. C'est une Palestinienne qui a été abattue alors qu'elle brandissait un couteau. Joseph Emmanuel. C'est la même scène qui se répète depuis plusieurs semaines. Ce matin encore, une femme palestinienne s'approche de gardes à l'entrée de l'implantation juive de Alfé Ménaché, à moins de 2 km de la ligne verte israélienne. La femme s'avance vers les gardes
À plusieurs reprises, il lui demande de s'arrêter. Elle brandit alors un couteau. Les gardes lui tirent dessus. Elle meurt sur le coup. Dans son sac, une lettre d'adieu adressée à sa famille. Elle y dit agir pour défendre son pays. C'est donc une opération kamikaze qui vient d'être évitée. L'attaque survient au lendemain d'une attaque similaire et dans la même région. Un homme de 48 ans s'était arrêté faire des achats dans le village palestinien de Nabi Ilyas. Quand 2 hommes le poignardent par derrière, la victime réussit alors à conduire jusqu'à un barrage de Tsahal avant d'être prise en charge par les secouristes. Le soir même, un homme se livre aux forces de sécurité palestiniennes. Il revendique l'attaque. Les autorités israéliennes exigent son transfert. Cette attaque était la 3e de la journée de dimanche, les 3 à l'entrée de villages juifs de la rive orientale du Jourdain, en Cisjordanie. Le matin, une Palestinienne poignardait un garde de sécurité. L'homme réussissait à prendre ses distances avant de tirer sur la terroriste. Alawa Alian, 22 ans, une habitante de Bethléem. Elle est actuellement soignée dans un hôpital israélien. L'attaque de ce lundi matin fait partie des très nombreuses attaques qui prennent place depuis plus d'1 mois. L'une des plus meurtrières avait lieu le 12 octobre dernier dans le quartier Armon HaNatziv à Jérusalem. 2 Palestiniens montent alors dans le bus 78. L'un sort une arme à feu et tire des dizaines de fois. L'autre poignarde au hasard. La police arrive sur les lieux. L'un des 2 est tué. Le second passe aujourd'hui devant les juges israéliens. L'acte d'accusation concerne un militant connu du Hamas. Il est question d'un meurtre brutal au couteau et à l'arme à feu contre des civils innocents. L'accusé a tiré à bout portant sur une vieille femme de 80 ans pendant que son complice l'a poignardé avec un couteau de boucher. 3 Israéliens meurent dans cette attaque particulièrement barbare. 7 personnes sont grièvement blessées. Le terroriste s'appelle Baal Gahanam, il a 21 ans et est originaire de Djabel Moukaber, un quartier est de Jérusalem. Sa famille s'est déplacée pour le soutenir, même si l'issue du verdict sera sans doute la prison à perpétuité. En Jordanie, un policier a tué aujourd'hui 2 instructeurs américains et un autre sud-africain sur une base d'entraînement. Le tueur a ensuite été abattu. Les motifs ne sont pas encore connus, mais certains évoquent peut-être un lien avec les groupes terroristes islamistes. Léa Berdugo. La scène s'est déroulée dans un centre d'entraînement de la police situé à l'est d'Amman. Un policier jordanien a tué par balle 2 instructeurs américains et un autre sud-africain avant d'être abattu. L'homme avait le grade de capitaine et selon sa famille, il n'avait aucun lien avec des organisations terroristes. Le porte-parole du gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les motivations du crime et ses circonstances. Le centre où s'est déroulée l'attaque est situé à une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale. Des unités de la police irakienne et palestinienne y avaient déjà été entraînées par le passé. Les 3 instructeurs tués avaient un contrat pour former la police jordanienne. La Jordanie, qui est un allié stratégique des États-Unis et participe aux frappes de la coalition internationale en Syrie contre le groupe État islamique. Cette attaque survient le jour du 10e anniversaire des attentats suicides revendiqués par Al-Qaïda contre des hôtels à Amman. Une 60aine de personnes avaient été tuées et des dizaines d'autres blessées. Alors on a vu que cette affaire est montée très haut, puisque tout à l'heure Barack Obama l'a évoqué en préambule de son entretien avec Benjamin Netanyahou. Bonsoir Raphaël Jérusalemi, ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Alors on regarde toujours évidemment avec précaution ce qui se passe en Jordanie, parce que c'est d'habitude plutôt calme. Là, c'est un drame qui pose question. Oui, parce que la Jordanie, elle a en fait 2 problèmes. D'une part, elle est la plaque tournante de tout ce qui est armement vers les rebelles syriens venant des pays du Golfe. Elle est aussi la plaque tournante de beaucoup d'assistance américaine, mais aussi britannique et française, soit aux rebelles syriens contre Assad en Syrie, soit pour la formation de la police effectivement irakienne en majorité, mais également palestinienne. Et donc il y a tout cela passe ou se passe en Jordanie, et cela a incité les Jordaniens à renforcer leurs mesures de sécurité, puisqu'elles sont maintenant tout à fait identifiées avec la coalition. Donc ils s'y attendaient. Je ferai remarquer que ce n'est pas la première tentative d'attentat
attentats sur ce centre-là, justement, de la police. Et elles ont été déjouées quelques fois. Alors là, il y a deux choses. D'une part, il n'y a pas encore une revendication, parce qu'on a parlé peut-être d'une date anniversaire d'un grand attentat d'Al-Qaïda il y a 10 ans. Mais Al-Qaïda n'a toujours rien revendiqué, ni Daesh. D'autre part, ce policier semblerait être un ex-policier qui aurait été lui aussi un contractant, donc privé de même que les Américains et le Sud-Africain qui l'a tué. Et il aurait un certain compte à régler avec ses supérieurs. Il s'avère qu'il est aussi sunnite. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de sunnites au sein de la Jordanie qui se rallient à Daesh. Et la Jordanie a un énorme problème, de même que on a vu en France des jeunes Français partir, s'entraîner et revenir. La Jordanie connaît ce problème. Alors on ne sait pas encore si cet officier de police a fait un stage quelque part avec Daesh ou autre, mais il fait partie de ces dangers imminents mais très clairs que la Jordanie doit affronter aujourd'hui. Alors voilà pour cette affaire, donc une enquête qui est en cours. D'ailleurs, le roi Abdallah de Jordanie s'est rendu au chevet d'autres blessés lors de cette tuerie. On parle maintenant de ce qui se passe en Égypte, parce que si l'enquête n'est pas encore officiellement bouclée, mais il ne fait désormais plus guère de doute que l'explosion de l'avion russe dans le Sinaï est liée à une bombe, eh bien la police a annoncé aujourd'hui, et vous le voyez sur ces images qui ont été filmées par la police égyptienne, eh bien avoir mené une opération importante dans un quartier du Caire pour tué l'un des chefs de l'État islamique les plus recherchés. Vous le voyez sur cette photo. Al-Gharabli est responsable de plusieurs attentats en Égypte et il a donc été éliminé lors d'une opération menée par les forces spéciales donc, de la police égyptienne. Là encore, éclairage avec vous, Raphaël Jérusalemi. C'est une réponse visant à rassurer peut-être la communauté internationale après l'attentat dans le Sinaï. D'abord, il est très très important dans ce genre d'incident ou d'attentat. Pour l'avion, c'est pas encore 100% sûr, mais tous ces attentats-là, il y a ce qu'on appelle derrière les cerveaux ou les ingénieurs. Et en général, lorsqu'on arrive à en attraper un et à le neutraliser, ça fait baisser énormément la capacité opérationnelle d'un mouvement terroriste. Déceler des cellules, démanteler des groupes de terroristes ou de kamikazes n'est pas aussi efficace, effectivement, d'atteindre les cerveaux, les ingénieurs. Et il paraîtrait donc, effectivement, que celui-ci serait l'un d'eux. À ce moment-là, effectivement, ça pourrait retarder de pas mal les plans d'attaque, car l'Égypte, comme la Jordanie, l'Égypte aujourd'hui a fait face à une vague de terreur. On ne dit pas assez, mais il déjoue tous les jours des dizaines de tentatives d'attentats. C'est un petit peu ce qui se passe ici en Israël face à Cisjordanie et Gaza. Les Égyptiens sont très très occupés. Voilà, et donc vous l'avez vu sur cette photo, cet homme qui s'apprêtait, semble-t-il, à commettre des attentats, comme vous le disiez. Raphaël Jérusalemi, merci, ancien officier dans le renseignement militaire israélien. En Birmanie, les premiers résultats officiels laissent augurer d'une victoire très nette pour le parti démocratique d'Aung San Suu Kyi. L'opposante historique de la junte militaire est donc en passe de remporter son pari après des années de lutte clandestine. Myri Maman. Nous avons perdu. La déclaration est signée du président par intérim du parti au pouvoir. Nous gagnons avec plus de 70% des sièges à travers le pays, avait affirmé un peu plus tôt le porte-parole de la LND d'Aung San Suu Kyi. L'opposante birmane préfère, elle, la prudence. Il est encore trop tôt pour les félicitations. Je féliciterai les candidats de la LND seulement quand nous aurons les résultats et qu'ils répondront à la mission que le peuple leur a confiée. Ce n'est pas correct pour moi d'en dire plus tant que les résultats des élections ne sont pas confirmés officiellement. Mais je pense que les gens ont une idée du résultat, même si je ne le dis pas. Avant même l'annonce des résultats, les dés semblent donc jetés. Les partisans de l'opposition se sont rassemblés dans les rues, dans l'attente de l'annonce officielle, persuadés de leur victoire. On attend ici parce qu'on veut connaître les résultats. Je suis sûr que le résultat sera juste et fiable. Dimanche, les électeurs se sont rendus aux urnes en masse. Le taux de participation a dépassé les 80%. Les résultats officiels pourraient tomber dès lundi soir. Les ex-généraux au pouvoir depuis 2011 ont promis de respecter le choix des urnes. Quelle que soit l'issue des élections,
Le parti de la lauréate 1991 du prix Nobel de la paix devra composer avec des militaires qui restent très présents dans les rouages de l'État. Un quart des sièges au Parlement, par exemple, leur est d'office réservé. En Catalogne, un pas de plus franchi vers la sécession pour la province espagnole avec le vote aujourd'hui par le Parlement régional de Catalogne d'une résolution qui ouvre le processus d'indépendance. Madrid a immédiatement réagi en intentant un recours. Gabriel Nolin. La Catalogne va-t-elle devenir une république indépendante? Pour le Parlement catalan, c'est une possibilité qui pourrait voir le jour dans un futur proche. Ce lundi 9 novembre, le Parlement régional a voté en faveur d'un texte pour le lancement du processus de création d'un État catalan indépendant d'ici 2017 au plus tard. Nous considérons que c'est certainement la fin de la Catalogne autonome telle que nous la connaissions jusqu'à présent. C'est l'authentique instance zéro du processus qui doit nous mener au nouvel État catalan, à la République catalane. La résolution, portée par le parti Junts pel Sí, Ensemble pour le oui, et le parti CUP, anticapitaliste et eurosceptique, a remporté 72 voix sur 135. Cette feuille de route donne des indications à suivre pour permettre d'arriver à l'indépendance de la Catalogne. Première nécessité pour arriver à cette déconnexion, les députés régionaux devront voter des lois pour permettre de créer en Catalogne une sécurité sociale et administration fiscale indépendante. Les indépendantistes prévoient aussi d'organiser des élections constituantes dans un délai de 18 mois. Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a immédiatement rejeté la résolution. Au moment même où le Parlement catalan a approuvé une résolution qui a pour but d'initier un processus illégal pour créer une république indépendante de Catalogne, le gouvernement a pris une décision et a agi en conséquence. Je viens juste de signer une requête urgente au Conseil d'État pour faire déclarer la résolution anticonstitutionnelle. Il a même convoqué un Conseil des ministres extraordinaire mercredi 11 novembre pour traiter de la question. Mais le texte voté à l'Assemblée catalane a anticipé la réaction du chef du gouvernement espagnol. Il appelle à l'insoumission et prévoit que le Parlement et le processus de déconnexion démocratique ne dépendront pas des décisions des institutions de l'État espagnol, en particulier du tribunal constitutionnel. Tout en se réjouissant de cette victoire, les indépendantistes sont conscients de la longueur du processus pour arriver à l'indépendance. L'étape qu'a franchie aujourd'hui le Parlement nous satisfait. Nous sommes conscients qu'il en faudra d'autres, qu'il faudra rechercher l'unité pour disposer d'un gouvernement et de la stabilité institutionnelle pour mener à bien le processus qu'aujourd'hui le Parlement a lancé solennellement. Un an s'est écoulé entre le vote de ce lundi et la consultation symbolique pour l'indépendance de la Catalogne. 1,9 million de personnes sur 7,5 millions de Catalans avaient soutenu le projet indépendantiste. Mais la situation de la Catalogne est contrastée. Malgré le discours des indépendantistes sur leur soutien populaire, la coalition entre Junts pel Sí et la CUP n'a obtenu qu'une majorité absolue en sièges et pas en voix. La majorité des Catalans n'a donc pas voté pour eux. À Paris, alors que continuent les discussions entre ministres pour préparer le fameux sommet COP21 sur le climat, plusieurs rapports alarmants aujourd'hui sur l'état de l'environnement et notamment des taux records de gaz à effet de serre enregistrés l'an dernier. Julia Ganancia. L'épais brouillard polluant plonge les axes routiers dans une quasi-obscurité. Nous sommes à Shenyang, une métropole du nord-est de la Chine. Ici, le centre de surveillance de la pollution de l'environnement a enregistré de redoutables pics de pollution atmosphérique avec par endroits une densité de particules nocives 50 fois supérieure au plafond recommandé par l'OMS. Dans la rue, les habitants en ressentent les conséquences. J'ai l'habitude d'aller au bureau à pied. Si je ne portais pas de masque, j'aurais des difficultés à respirer. J'aurais soit la gorge sèche ou mal à la gorge dans un temps aussi pollué qu'aujourd'hui. Et la situation risque d'empirer. Avec l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone d'origine humaine, la Terre n'en finit pas de se réchauffer. Même si la hausse globale des concentrations en CO2 peut paraître minime depuis la période pré-industrielle, elle a déjà provoqué une hausse de 0,7 degrés en l'espace d'un siècle. Depuis Genève, le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale met en garde. Il est très important d'être conscient du fait que quoi que nous émettions dans l'atmosphère, cela va rester pendant très longtemps, pendant des centaines d'années. Cela montre à quel point il est important d'agir rapidement parce que sinon cela affectera les générations futures.
L'accord espéré à la conférence de Paris doit permettre de contenir la hausse du thermomètre mondial sous la barre des plus 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Au-delà de cette limite, les scientifiques prédisent des conséquences dramatiques sur les écosystèmes et les économies, comme des inondations à répétition et des sécheresses. Le rapport de l'ONU rappelle l'urgence d'intensifier les efforts. 83% de cette augmentation est due au CO2. C'est le problème principal et nous n'avons aucune chance de régler la question du changement climatique si nous ne réglons pas la question des émissions de CO2. Shanghai, Bombay ou Hong Kong, sous l'effet du dérèglement climatique, de grandes villes sont vouées à long terme à partiellement disparaître sous les eaux, et cela même si l'on parvient à limiter le réchauffement planétaire à plus de 2 degrés. Les territoires concernés sont peuplés de 280 millions de personnes. Alors, ces changements climatiques auront également des conséquences sociales et économiques. On va en parler avec vous, Johanna Citruc, bonsoir. Bonsoir. Car il y a ce rapport justement de la Banque mondiale qui estime qu'il y aura des conséquences sur la pauvreté. Oui, il s'agit d'un rapport qui explique qu'en fait, si rien n'est fait en 2030, le changement climatique pourrait faire plonger plus de 100 millions de personnes dans la pauvreté, et ce, malgré les progrès qui ont été réalisés ces dernières années. Il y a 34 ans, un petit peu plus d'un tiers de la population mondiale était considérée comme pauvre. Aujourd'hui, c'est seulement 10%. Alors plus précisément, de quelle façon ce changement climatique va-t-il agir sur la pauvreté ? Alors déjà, lorsqu'on parle de changement climatique, on parle de réchauffement climatique, donc une hausse des températures, mais aussi de tous les phénomènes que ça entraîne, donc la sécheresse, les canicules, les fortes pluies, les inondations et parfois même les cyclones ou les tornades. Le problème, c'est que tous ces événements ne sont pas sans conséquences. Premièrement, ça impacte l'agriculture, ça détruit, ça abîme les récoltes, et si les rendements diminuent, les prix augmentent. Par exemple, en Afrique, le prix des denrées alimentaires pourrait bondir de 12% d'ici 15 ans et de 30% d'ici 2080. Deuxième point, le changement climatique facilite la propagation des maladies, et qui dit maladie dit soins. Mais pour se soigner, il faut dépenser forcément de l'argent. Et puis de façon générale, tous ces événements climatiques, et particulièrement les plus extrêmes, ont tendance à affecter particulièrement les plus démunis. C'était le cas en 1998. Après l'ouragan Mitch au Honduras, les plus pauvres ont perdu 30% de leurs biens. C'est 3 fois plus que les autres habitants qui ont été affectés. Alors quelles sont les préconisations justement de la Banque mondiale pour y remédier ? Alors la Banque mondiale ne propose pas d'agir directement sur les émissions de CO2, même si c'est évident et qu'elle le préconise évidemment. Mais dans son rapport, elle privilégie une autre approche, la protection des plus pauvres, afin qu'ils ne soient pas les plus pénalisés par ce changement climatique. Pour cela, elle met en avant 4 axes différents. Premièrement, les pratiques agricoles pour rendre les récoltes plus résistantes aux aléas climatiques. Deuxièmement, des infrastructures capables de faire face aux inondations et de protéger les habitants à la fois des côtes et des bidonvilles. Troisièmement, l'instauration d'une couverture santé universelle, et dernièrement une meilleure protection sociale. Merci beaucoup Johanna Citruc. On reparlera de l'environnement tout à l'heure. On vous montrera des images étonnantes d'ailleurs, peut-être liées à ces changements climatiques, d'inondations dans le sud d'Israël aujourd'hui, et plus précisément dans la ville d'Ashkelon. On revient dans un instant également sur la rencontre Netanyahou-Obama. C'était tout à l'heure à la Maison-Blanche, des retrouvailles après plus d'1 an de froid. A tout de suite. Les retrouvailles Obama-Netanyahou à la Maison-Blanche, c'était tout à l'heure. Et pour Obama, Israël a le droit et l'obligation de se défendre face au terrorisme palestinien. En Jordanie, un policier a tué 2 instructeurs américains et un autre sud-africain sur une base de la police. Il a ensuite été abattu. Une tuerie qui pourrait être liée au terrorisme islamiste. Et puis on n'a jamais mesuré autant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est un rapport alarmiste divulgué à quelques jours du sommet mondial sur le climat prévu à Paris avec plus de 100 chefs d'État. Et justement, on parlait de réchauffement climatique il y a un instant. Voici le réchauffement diplomatique. Obama-Netanyahou, premier tête-à-tête tout à l'heure depuis plus d'1 an, et le dossier du nucléaire iranien. On va retrouver justement à Washington notre envoyé spécial Daniel Ziri qui a suivi ce réchauffement. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Jean-Charles. Alors on ne peut pas dire que cette rencontre était vraiment chaleureuse, mais les choses étaient correctes. Il y avait quand même une poignée de main. Et les deux leaders, Obama et Netanyahou, semblent vraiment vouloir enterrer la hache de guerre. Ils ont donc parlé de la plus grande source de désaccord entre eux, qui est le nucléaire iranien. Le président américain Barack Obama a réitéré son engagement à empêcher l'Iran d'acquérir la bombe nucléaire, chose sur laquelle ils se sont mis d'accord plutôt facilement. Et puis il a bien sûr réitéré le fait qu'Israël a le droit de se défendre. De son côté, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a parlé de la situation récente en Israël au cours des 2 derniers mois avec ces violences entre Israéliens et Palestiniens. Il a parlé du fait qu'Israël reste engagé pour la solution des 2 États. Il pense qu'il y a toujours espoir de voir cette solution aboutir. Il a voulu rendre ça très clair pendant son rendez-vous avec le président américain. Et puis ils ont continué leur rendez-vous en privé, sans les médias présents, pour discuter de la coopération sécuritaire entre les deux nations, et notamment de la contribution des États-Unis à la sécurité d'Israël, à la défense d'Israël, une contribution notamment financière, surtout financière, et ils vont se mettre d'accord sur un plan pour renforcer cette collaboration au cours des 10 prochaines années. Merci à Daniel Ziri donc depuis Washington. Entretien donc qui s'est poursuivi ensuite hors caméra. On va en parler avec Avi Pazner. Bonsoir, ambassadeur d'Israël. Vous connaissez bien les arcanes justement de ces rencontres entre dirigeants et on va évidemment s'y intéresser. Et puis on est également avec Laurent Siget. Bonsoir pour représenter bien la classe politique en Israël, la manière dont tout cela est vu, puisque vous faites partie de Yesh Atid, qui est un parti d'opposition aujourd'hui au gouvernement Netanyahou. Alors, avec vous, Avi Pazner, d'abord, est-ce que vous avez trouvé là, en voyant les images, qu'il y avait un net réchauffement des relations ou est-ce que c'est encore assez tendu? Non, les images étaient bonnes. C'est-à-dire les images démontrent des images d'un réchauffement. Qu'est-ce que les deux hommes ont réellement dans leur corps, dans leur cœur et dans leur esprit? C'est difficile à dire. Mais c'est justement le fait des hommes politiques de savoir cacher leurs vrais sentiments et d'œuvrer, s'il y a un intérêt commun actuellement, à ce que les relations entre Israël et les États-Unis s'améliorent. Pour la dernière année de Obama, eh bien, on fait un effort, certainement devant les caméras, pour que ça paraisse chaleureux. Et ça a paru, je dois le dire, j'ai un peu d'expérience, comme vous l'avez dit, ça paraît une rencontre chaleureuse. Alors, bien sûr, il y a 2 heures après de rencontres privées où les deux hommes sont seuls avec ceux qui prennent des notes et on ne sait pas encore ce qui s'est dit, on le saura. Je m'imagine ce soir ou demain matin, on le saura parce que les deux parties ont intérêt. Mais je crois qu'il y a un intérêt commun. Après une année extrêmement difficile, peut-être la plus difficile qu'il y ait eu dans les relations entre Israël et les États-Unis, il y a là un intérêt commun des deux hommes de normaliser ces relations et d'arriver à une entente. Et on l'a dit très clairement, Obama sait que pour le reste de sa présidence, il n'y aura pas de solution au problème palestinien. Netanyahou sait que l'accord avec l'Iran est signé, que c'est un fait accompli. Donc, c'était là les 2 sujets sur lesquels il y avait plus de discorde. Donc, on les met en arrière et on se concentre sur ce qu'on peut faire. Par exemple, aider Israël à conserver son avantage qualificatif en armement, à aider Israël dans les années qui viennent, parce qu'on ne parle pas d'aide immédiate, on ne parle pas d'aide immédiate maintenant, on parle de 2018 à 2028. Qu'est-ce qui va se passer de 2018 à 2028 ? Netanyahou a demandé 5 milliards de dollars par an d'aide pour la défense d'Israël. Actuellement, c'est 3 milliards, ce qui est aussi une très belle somme. Mais on a besoin de plus, justement, à cause de cette menace iranienne, à cause de la menace islamiste, à cause de la situation. Et donc, Netanyahou, pour lui, le plus important, c'était d'assurer que dans 2 ou 3 ans, le Congrès américain, chaque année, donnera 5 milliards de dollars à Israël. Alors, vous me demandez, est-ce qu'Obama a dit oui ? Je ne crois pas qu'il ait dit oui sur le champ. Il y aura encore des négociations. C'est une manière aussi de contenir les relations
à un niveau amical. Mais je crois que pour Netanyahu, c'était le plus important. Et je m'imagine qu'il a dû aussi demander à Obama qu'est-ce qui se passe avec le droit de veto des États-Unis, parce qu'il y a maintenant aux Nations Unies 2 initiatives qu'Israël rejette. L'initiative française et néo-zélandaise, les deux. Et la seule façon de les bloquer, c'est avec un veto américain. Alors je suis sûr que Netanyahu a soulevé la question. Je ne suis pas sûr s'il a une réponse, on le verra. Mais en tout cas, ce sont là les deux grands sujets de préoccupation de Netanyahu. Je me dis que Obama, sur le côté palestinien, a dû demander des gestes. On attendait d'ailleurs un geste de Netanyahou, on ne l'a pas eu, hein, Laurent Sigier. En tout cas, il n'a pas été annoncé tout de suite, peut-être que c'est le cas. Je voudrais commencer par faire un petit aveu, parce que il y a quelques années, j'ai voulu adhérer au Likoud. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai très vite compris que je n'avais pas les qualités intellectuelles requises pour comprendre la sophistication d'une telle politique étrangère telle qu'elle est menée par le président, par le Premier ministre israélien. Donc plus sérieusement, de nouveau et à nouveau, la politique étrangère d'Israël a été sacrifiée sur l'autel de la politique intérieure. Parce que Avi Pazner, notre ami Avi Pazner, qui lui est un diplomate, moi je ne dis pas un diplomate, je suis un homme politique. Enfin, moi je m'occupe de politique. J'essaye d'être un diplomate, mais je suis plus imprimé de politique. Ce qui s'est passé il y a quelques jours avec la nomination d'un soi-disant porte-parole de la Hasbara, c'est-à-dire de l'image d'Israël, monsieur le docteur Ran Baratz, qui a critiqué, qui a commencé par dire tout de suite que en fait, Obama était un antisémite, que John Kerry... C'était des propos antérieurs à ça. Antérieurs, mais bon, lorsque vous nommez quelqu'un à ce niveau-là, et Avi ne va pas me contredire, on fait quand même un petit check de qui est la personne. Donc je suppose qu'il savait qui il nommait. Il y a toujours cette schizophrénie politique, je ne sais pas comment on fait. D'un côté, on veut montrer qu'on est indépendant. Il y a un mois, le Premier ministre a fait un discours devant les chefs du Mossad en disant que nous étions une très grande puissance et que nous n'avons besoin de personne. Un mois plus tard, on part aux États-Unis. D'abord, avant de partir aux États-Unis, on nomme quelqu'un qui a déclaré donc, que le président Obama était un antisémite, que John Kerry était un clown et qu'on avait besoin de personne à part, bien évidemment, de Dieu et de nous-mêmes. Bref, il est parti là pour demander 5 milliards de dollars, comme l'a dit Avi Pazner, pour des choses qui sont extrêmement utiles, pas utiles, qui sont nécessaires à la sécurité d'Israël, ils demandent aujourd'hui des avions F-35, des avions espions, ils demandent des missiles encore plus précis pour pouvoir tirer sous la terre. Tout ça, ça coûte extrêmement cher. Donc il y a d'un côté une volonté de montrer qu'on a besoin de personne, et de l'autre côté, on va et on discute pour essayer d'avoir une augmentation de l'aide américaine. Il faut résoudre une fois pour tous ce problème. J'ai vu hier la vidéo de Joe Biden devant la conférence du judaïsme libéral qui a dit qu'on ne peut permettre à personne dans le monde, y compris à nos amis israéliens, de traiter, aucun membre d'un gouvernement étranger, y compris israélien, ne peut traiter le président tel qu'il a été traité par, de nouveau, ce docteur Ran Baratz. Donc il faut essayer de voir quelle est la volonté. Il n'y a pas aujourd'hui de politique étrangère. Il y a déjà quelqu'un qui avait dit il y a 30 ans qu'il n'y a pas en Israël de politique étrangère, il n'y a que de la politique intérieure. Mais c'est vrai, quand on voit que maintenant comment... Alors maintenant, on essaie d'un côté qu'il soit bien reçu, on essaie de l'autre côté d'obtenir des choses. Je ne vois pas comment on peut d'un côté insulter quelqu'un et d'un autre côté lui demander après de nous soutenir. C'est vraiment problématique à mes yeux. Et je vais vous dire mieux. Si maintenant, peut-être que M. Obama et M. Kerry ne sont pas des grands amis d'Israël, ce qui n'est pas prouvé, mais néanmoins, même si c'était le cas, pourquoi aujourd'hui donner des armes à ces gens afin de nous mettre à genoux? Parce que ce qui se passe, c'est que l'année dernière, lorsque nous étions ici, et qu'on a parlé pendant la guerre précédente, du fait que peut-être le Pentagone n'allait pas envoyer tous les missiles dont on avait besoin. Vous vous souvenez de l'ambiance qu'il y avait ici? Tout le monde était bien ennuyé. Donc, il faut vraiment avoir quelqu'un qui décide ce qu'on fait en politique étrangère. Et je suis étonné, je dois dire maintenant sans cynisme, M. Netanyahu était quand même quelqu'un qui était capable pendant des années à l'ONU et quand même de parler. C'est quelqu'un qui est capable de parler, de comprendre. On nous a dit toujours c'est le spécialiste de la politique américaine et nous n'avons jamais eu depuis 40 ans des relations aussi mauvaises avec les États-Unis. Un manque total de confiance. Il y a des choses qu'on doit régler, et je ne vais pas, M. Pazner le dira, on doit régler entre quatre yeux.
Le problème aux États-Unis, c'est que j'ai entendu le déclaration d'un sénateur américain qui disait il n'y a pas longtemps, lorsque vous nous dites quelque chose, lorsque vous nous regardez dans le blanc des yeux et que vous nous promettez quelque chose, il faut le tenir. Le problème de M. Netanyahu, c'est qu'il est capable de vous regarder dans le blanc des yeux, de vous promettre quelque chose et de ne pas le tenir. Et ça, aux États-Unis, ça ne passe pas bien. Bon, on a l'impression que ça... J'aimerais dire que, premièrement, sur un point, je suis tout d'accord avec Laurent. La nomination de Ran Barretz est une grosse erreur pour être suspendu, qui est pas maintenant il a été suspendu. Je crois qu'il, écoutez, je crois qu'il ne sera pas nommé en fin de compte. C'est impossible de le nommer. Mais ça, c'est une bavure de première classe. Mais il y a déjà une bavure pour la nomination du chef de la police. Maintenant, il y a une nomination pour le chef de la Hasbara. Donc, chaque fois qu'on nomme quelqu'un d'un peu important dans le gouvernement actuel, il y a une bavure. Mais mettons les choses en proportion. Okay, mettons les choses en proportion. Je suis d'accord, c'est une bavure. Ce monsieur ne doit pas être le responsable pour l'information d'Israël. C'est un fait, il ne le sera pas. Mais il faut mettre les choses en proportion. Vous dites que Netanyahou a fait des erreurs, je suis d'accord. Mais, par exemple, je crois, et je l'ai dit sur ce plateau, que son discours devant le Congrès américain était une erreur. Mais regardez, prenez 7 ans maintenant, 7 ans de Netanyahou et Obama. Netanyahou a eu, au bout de ces 7 ans, exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire ? On ne l'a pas forcé à faire un accord avec les Palestiniens qu'il ne voulait pas. Tout à fait. Qu'il ne voulait pas. Tout à fait. Il vient aujourd'hui à la Maison-Blanche, 1 an avant le départ d'Obama, vient avec une demande importante. C'est-à-dire, on parle ici de 50 milliards de dollars. On parle de 50 milliards de dollars en 10 ans. Il vient, les Américains ne disent pas non. Ils n'ont pas encore dit oui. Mais d'après les informations qui sont en train de ressortir, on parle pas d'une augmentation de 2 milliards de dollars, mais de quelques centaines de milliards de dollars qui seront pris sur le budget du Pentagone. Bon, moi, j'ai d'autres informations, mais ce sont des hypothèses, Laurent, que ni vous ni moi ne pouvons... Mais je dis que peut-être... Pensez quand même que Netanyahou, qui connaît l'Amérique à fond, il a vécu en Amérique, qui s'est permis des choses qu'aucun autre se serait permis. En fin de compte, après 7 ans de confrontation, des fois plus, des fois moins avec Obama, il arrive aujourd'hui à la Maison-Blanche. Il est reçu amicalement. Et ça, c'est ce qui compte, c'est ce qu'on voit à la télévision. C'est la télévision qui compte. On le voit reçu, le monde entier a vu qu'Obama le reçoit en ami, en allié des États-Unis, et lui-même a mentionné « Je viens ici demander qu'on renforce la sécurité d'Israël », et Obama a dit « La sécurité d'Israël est notre première priorité ». Ça, écoutez ça d'Obama, c'est quelque chose. Donc, je dis, il y a eu beaucoup d'erreurs. Je vous rappelle tout de même que c'est Obama qui a financé le dôme de fer. C'est quand même Obama qui a... Donc, il ne fallait pas non plus dire que c'était... Quand vous lisez aujourd'hui ce que se permettent de dire les gens d'une certaine droite, qui est à la droite du Likoud... Non, je parle de la droite du Likoud, du parti. Même des ministres du Likoud, qui parlent de lui. Vous parlez d'un illuminé. Ce sont des gens qui sont nommés en tant que... Dites-moi, si quelqu'un était venu aujourd'hui, si Angela Merkel avait un antisémite dans son entourage, un jour ou deux avant une visite, avait nommé un antisémite dans son entourage, un jour avant ou deux avant une visite en Israël, qu'aurions-nous dit c'est inacceptable, mais je dis la même chose de la nomination de Ran Barretz. Je ne parle pas que de Ran Barretz, je parle d'une tendance qui est plus large. Il faut la mettre en proportion. Il y a l'état des relations entre les États-Unis et Israël qui a vu des fluctuations ces dernières années, qui a vu beaucoup plus de bas que de hauts, mais qui peut-être, je dis peut-être, se termine maintenant sur une note haute. Il y a encore 1 an, Obama ne veut pas se disputer dans sa dernière année avec Netanyahou, quand il sait déjà que son grand projet de création d'un État palestinien, ça ne sera pas fait pendant cette année. Il ne veut pas se disputer avec Netanyahou. Donc Netanyahou, peut-être, a-t-il eu raison de son raisonnement, a dit en fin de compte, je fais ce que je veux et à la fin, je reçois ce que je veux. C'est ça que je dis, Parce qu'il faut bien reconnaître, Netanyahou, qui fait beaucoup d'erreurs dans ses nominations, je suis complètement d'accord avec vous, c'est un homme politique immense. Un stratège politique
Ça, vous le voyez sur la scène israélienne, mais aussi sur la scène internationale. Et on ne peut pas lui prendre ce qu'il a, d'accord? On ne peut pas être... Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il fait. Je l'ai dit ici, sur ce plateau. Mais je constate aujourd'hui le résultat net de sa politique. Il est reçu en ami par Obama. Alors, petite remarque. Pour la stratégie, c'est effectivement un fin stratège de la politique, nous l'avons vu, puisqu'il a été capable de revenir lors des dernières élections d'un handicap de 10 points en pratiquement 3 jours. Donc c'est un fin stratège politique. Néanmoins, sa stratégie aussi, elle est celle du sacrifice. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, moi j'ai des contacts avec le Parti démocrate américain, certaines personnes, aujourd'hui, s'il y avait jusqu'à Netanyahu, jusqu'à ces dernières années, il y avait un consensus entre les deux grands partis américains au sujet d'Israël. On voit aujourd'hui, lorsqu'on fait des sondages, pas des sondages au niveau du Congrès, des sondages au niveau des électeurs, de quel type d'électorat vous passez. Quand vous parlez à un électorat démocrate, aujourd'hui, il y a une forte baisse dans le soutien à Israël. Ce qui, n'oublions pas que les élections approchent. Effectivement, ce ne sera plus M. Obama, mais ça pourrait très bien être Hillary Clinton. Hillary Clinton sera beaucoup plus dure pour M. Netanyahu que M. Obama, parce qu'il ne pourra pas la rouler dans la farine. Et il y a une baisse très nette du soutien à Israël au sein des électeurs démocrates. Il n'est pas du tout assuré que lors des prochaines élections, ce soit ou M. Trump ou M. Carson, qui sont probablement plus amicaux envers Israël, mais qui sont aussi assez... Vous pensez que ce sera moins bien avec Hillary Clinton qu'avec Obama? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui une pression de la base démocrate sur certains élus pour être moins... parce que la politique ultra-conservatrice de Netanyahou est anti-paix et anti-libérale est de moins en moins bien supportée par la base de l'électorat démocrate. Laissez-moi vous dire un mot sur Hillary Clinton, puisque vous l'avez mentionné. Peut-être avez-vous lu sur Haaretz, il y a 3 jours, un article de Hillary Clinton, écrit pour Haaretz en vue de la conférence de la paix pour Haaretz, où elle affirme son soutien inconditionnel pour Israël. C'est une grande amie, mais c'est souvent avec des grands amis comme ça qu'on s'est attrapé les plus grandes claques. Oui, mais ça, encore une fois, ne faisons pas la politique du pire, ok? Non, je parle pas de la politique du pire. Non, parce que je crois que Hillary Clinton connaît à fond Israël, connaît très bien Netanyahou, connaît ses points forts et ses points faibles. Et si elle est élue, elle sait que, peut-être malheureusement, vous allez dire, elle va devoir travailler avec lui, ok? Elle prend cela en compte. D'ailleurs, quand elle était secrétaire d'État chez Obama, elle était beaucoup plus pro-israélienne, si je peux dire, que la Maison-Blanche, ok? Elle a fait beaucoup pour atténuer les différences. Donc, moi, je ne suis pas effrayé à l'idée que Hillary Clinton soit élue. Non, mais il y a un changement, il y a un changement démographique aussi aux États-Unis dont il faudra tenir compte dans les années à venir. Mener une politique ultra-conservatiste telle que le mène aujourd'hui Netanyahu, prendre parti, parce que finalement, ce qui s'est passé aussi, les relations avec Obama étaient mauvaises, principalement parce qu'il était intervenu lors des dernières élections. Il a dit, je suis pour que les républicains soient élus. Ce qui est quand même aussi culotté, parce que lorsque plusieurs gouvernements américains avaient fait, il y a 20 ans, il y a 30 ans, étaient intervenus pour que le camp de la paix soit élu, ça n'avait pas plu au personnel, aux membres du Likoud. Vous vous souvenez très bien à qui je fais référence. Et donc, il faut, ce qu'on reproche aux autres, il ne faut pas le faire soi-même. Mais ça, M. Netanyahu n'est pas très fort dans ce domaine-là. Ouais. Donc il aurait des raisons de lui en vouloir. Obama aurait des raisons d'en vouloir à Netanyahou, finalement. Il a beaucoup de raisons. Et peut-être qu'il en veut à Netanyahou. Peut-être même, c'est sûr qu'il en veut à Netanyahou. Vous vous rappelez peut-être sa réaction après l'élection de Netanyahou. Ça lui a pris 2 jours pour qu'il prenne le téléphone et le félicite. Moi, ça m'aurait pris plus. On était au milieu de ce bras de fer sur l'Iran, qui d'ailleurs, chose curieuse que vous avez certainement remarqué, qui n'a pas été mentionné aujourd'hui, ou a été mentionné sur les marges. Oui, c'est ce que j'ai dit. L'accord est là maintenant, voyant comment ensemble, nous pouvons, Israël et Amérique, nous pouvons contrer. Là où je vous rejoins tout à fait, c'est que des problèmes tels que l'Iran et des problèmes tels que Jonathan Pollard, ce sont des problèmes qui doivent être discutés dans l'intimité. Ça ne doit pas forcément être déclaré à la télévision. C'est des choses qu'on peut résoudre Laurent, entre 4 yeux. Alors, après cette prestation télévisée qu'ils ont eue, les 2 hommes se sont rencontrés pendant 2 heures. J'ose espérer, je ne sais pas, demain, si vous m'invitez encore une fois sur le plateau, j'en saurai beaucoup plus. Aujourd'hui, je ne sais pas, aujourd'hui, je ne peux qu'espérer
que dans cette conversation entre Kazeux, ils ont mis en arrière ceux qu'ils ont divisés pendant 7 ans, parce que ça ne sert plus à rien maintenant. Comme je vous l'ai dit, avec l'Iran, on est là, on a signé l'accord. Les Palestiniens, on sait qu'il ne va pas y avoir d'accord. Donc, regardons qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pendant 1 an. Je crois que c'est ça l'esprit de cette rencontre. Merci Avi Pazner, merci Laurent Siget. Évidemment, on va en reparler parce qu'il y aura sans doute, effectivement, vous l'avez dit, Avi, d'autres développements de l'entretien en tête-à-tête qui s'est poursuivi hors caméra entre les deux dirigeants. On parlait de dérèglement climatique. Eh bien, regardez ces inondations jamais vues dans la région d'Ashkelon, dans le sud d'Israël. C'était aujourd'hui près de 100 mm d'eau tombée en moins d'1 heure. Des routes effondrées, des maisons inondées. Le récit immédiatement de Gabriel Nolin. De l'eau jusqu'à la taille et des bateaux pneumatiques pour se déplacer. Des fortes pluies ont paralysé le sud d'Israël et Gaza. En moins de 3 heures, plus de 30 cm d'eau est tombée. À Ashkelon, toute une partie de la ville s'est vue privée d'électricité. Des centaines de personnes sont restées bloquées alors que les secours étaient débordés. Des pompiers et des agents de police sont venus en aide aux automobilistes coincés dans leur voiture. L'hôpital a même été quasiment fermé, sauf pour les cas d'extrême urgence. Les employés étaient occupés à essayer d'évacuer l'eau. Des voitures déplacées par les eaux et une rue totalement détruite. Les secours sont en alerte maximum, mais aucun blessé n'est à déplorer. L'inondation a toutefois endommagé les habitations. Ça n'est jamais arrivé avant d'avoir de l'eau au niveau de la taille et même plus haut. Quand enfin, après quelques heures, nous sommes parvenus à rentrer dans notre maison, nous n'avons rien reconnu. Les meubles n'étaient même plus au même endroit, tout flottait. Des meubles lourds comme le réfrigérateur étaient renversés. C'est triste de voir ça. À Gaza, les mêmes scènes d'inondation. À certains endroits, d'après les résidents, le niveau de l'eau a atteint les 2 mètres. L'eau a débordé dans la rue, les infrastructures n'ont pas pu tenir le choc et l'eau est arrivée sur nous. Elle est venue de l'autre côté et notre maison a entièrement été remplie d'eau. Les routes côtières vers Ashkelon ont été fermées et toute la zone est en alerte météorologique inondation. Et puis autre image impressionnante, cette fois dans le Mississippi aux États-Unis, un trou béant qui a englouti une vingtaine de voitures qui étaient garées sur un parking. Affaissement de terrain peut-être dû là aussi aux intempéries. Un rapport détonnant dans le dopage qui secoue le monde de l'athlétisme ce soir. L'Agence mondiale antidopage dénonce un système de triche organisé au sein de l'athlétisme russe, ce qui aurait faussé les derniers JO de Londres. Une procédure est même enclenchée pour exclure la Russie et ses athlètes de toutes les compétitions. Julia Ganancia. Le dopage dans l'athlétisme mondial a son accusé numéro 1. La Russie, son gouvernement et ses athlètes ont été cloués au pilori par l'Agence mondiale antidopage. L'organisation réclame leur mise au ban du monde sportif dans un rapport explosif. Selon le document, les JO 2012 de Londres ont été sabotés par la présence d'athlètes dopés et recommande la suspension à vie de 5 athlètes russes, dont la championne olympique en titre du 800 mètres, Maria Savinova. La sanction ne s'est pas fait attendre. L'AMA demande la suspension de toute compétition de la Russie, dont les JO 2016 de Rio. Nous avons découvert des tentatives d'étouffer des cas de dopage, que des échantillons avaient été détruits dans les laboratoires et nous avons aussi trouvé des traces de paiement ayant été faits, entre autres, pour que ne soient pas révélés plusieurs résultats positifs à des tests antidopage. Tout est parti d'un reportage réalisé par la chaîne allemande ARD en décembre 2014, dans lequel est révélé un dopage systématique couvert par les autorités nationales dans l'athlétisme. Pour l'instant, la Russie nie. Selon l'agence russe antidopage, ces accusations sont infondées. Une défense vite balayée par le patron de l'agence antidopage. L'ampleur de ce qui se passait, c'était tellement endémique que ce n'était pas possible que le ministre russe des Sports ne soit pas au courant. S'il était au courant, il est donc complice. Mais ce n'est que notre raisonnement déductif à partir de toutes les preuves qu'on a eu l'occasion d'examiner. Et ce n'est pas tout, les pratiques dopantes auraient été couvertes par de la corruption. La publication de ce rapport explosif suit de quelques jours la mise en examen par la justice française de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme. Le Sénégalais Lamine Diack est soupçonné d'avoir reçu des sommes d'argent en contrepartie de la couverture de pratiques dopantes, principalement en Russie, de 500 000 à 1 million d'euros de pots de vin.
Si le document est accablant pour Moscou et ses performances sur la piste, l'AMA précise que le dopage organisé concerne d'autres pays et d'autres sports. Signe de l'ampleur du scandale, Interpol a annoncé qu'il allait coordonner une enquête mondiale sur le dopage pilotée par la France. Et pour terminer, cette initiative d'un citoyen arabe israélien qui veut faire retomber les tensions entre communautés juives et musulmanes, il a choisi de traduire le Coran en hébreu. Reportage Nasrin Ibrahim avec Léa Volbert. Pour la première fois en Israël, le Coran, livre saint des musulmans, a été traduit et publié en hébreu. L'instigateur, Sorbi Sadawi, un professeur de langue arabe. Il est le premier musulman au monde à traduire le Coran avec l'aide de l'organisation jordanienne. J'ai traduit le Coran en hébreu car les peuples d'Israël y jouent un rôle important. Ils sont mentionnés dans 51 des 114 chapitres et c'est pour ça que les lecteurs juifs devraient pouvoir accéder au Coran dans leur langue maternelle. Les tensions de ces dernières semaines en Israël lui ont semblé opportunes pour rapprocher juifs et musulmans grâce à la traduction. J'ai commencé à travailler sur cette traduction il y a 3 ans et le fait qu'elle soit publiée maintenant, en ces temps difficiles, est une coïncidence. Mais tout le monde a des difficultés, Israéliens, Palestiniens, et cela nous affecte aussi, nous, les Arabes israéliens. Adawi est père de 6 enfants, il vit dans le village de Torahan et enseigne l'arabe depuis près de 40 ans. Au cours de ces dernières années d'enseignement, un grand nombre de ses étudiants ont été des juifs israéliens. Ce sont ces étudiants qui l'ont décidé à traduire le Coran en hébreu. Ma connaissance de ces 2 langues, l'arabe et l'hébreu, a été un réel avantage pour traduire le Coran, et particulièrement parce qu'il s'agit d'un texte complexe et très élaboré. Les précédentes traductions en hébreu étaient toutes inexactes et n'avaient pas été faites par des musulmans qui avaient étudié le texte toute leur vie. Le projet a été extrêmement bien accueilli, aussi bien dans les communautés arabes que juives, à un moment où les initiatives de rapprochement deviennent de plus en plus rares. Dans un instant, nouveau point complet sur l'actualité. Ce sera avec Daniel Atland. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour la suite du Grand Direct. Et il sera question notamment de cette odyssée étonnante. 2 juives syriennes qui ont réussi à rejoindre Israël en passant par la Turquie. On vous racontera ce périple assez incroyable. À tout à l'heure. Retour du Grand Direct. On va vous raconter cette histoire étonnante quand même parce qu'il est évidemment très rare d'assister à l'arrivée en Israël de juifs originaires de Syrie. C'est l'histoire de 2 juives syriennes qui viennent donc d'arriver en Israël après une incroyable épopée. D'abord pour les faire sortir de Syrie, on l'imagine, mais ensuite pour les faire arriver ici. On va en parler avec le porte-parole de l'agence juive Yigal Palmor qui est en ligne avec nous. Bonsoir Yigal. Bonsoir. Alors d'abord, on va dissiper les légendes parce qu'on a lu des choses à propos de cette histoire assez fantasque, et notamment le fait qu'Israël avait envoyé des soldats en plein cœur de la Syrie pour ramener cette famille. C'est pas le cas. C'est une toute autre histoire. Hein. Oui, c'est une toute autre histoire. Il ne faut pas tomber dans le piège des épisodes rocambolesques racontés par des journalistes qui croient vraiment tout ce qu'on leur raconte, pourvu qu'ils puissent publier un bel article avec des titres qui seront jasés et jalousés. Évidemment, l'histoire est un peu compliquée. On ne va pas pouvoir la relater ici pour des raisons évidentes. Il y a des détails qui resteront évidemment cachés. Nous ne voulons pas mettre en danger la possibilité de sortir, d'extraire de la Syrie d'autres juifs qui pourraient faire le même chemin. Mais je vous assure que l'armée israélienne n'y est pour rien. Il n'y a eu aucune intervention des unités spéciales de Tsahal. Donc ce qui est sûr, c'est que vous avez recueilli donc 2 femmes qui sont d'origine syrienne, qui sont juives. Ça, c'est une certitude. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de juifs en Syrie. Il n'en reste pas beaucoup. Alors, les 2 femmes dont il est question, oui, je confirme, elles sont en Israël depuis quelques mois, dans un centre d'absorption de l'agence juive. En revanche, il ne reste plus beaucoup de juifs en Syrie. Toutes les communautés qui ont souhaité sortir ont été, ont été
permise d'immigration par le président Assad père en échange d'importantes sommes de monnaie en provenance des États-Unis et des communautés juives américaines. Il est resté des individus un peu par-ci par-là, et même eux sont déjà partis, tous ceux qui ont pu le faire sont déjà partis depuis longtemps, certainement depuis que la guerre a éclaté. Il reste aujourd'hui peut-être une douzaine d'individus isolés ça et là. Tous ne souhaitent pas d'ailleurs partir, mais nous faisons un maximum, ici à l'Agence juive, un maximum d'efforts pour permettre à ceux qui souhaitent partir, de Syrie comme d'autres pays où les Juifs sont en danger. Et évidemment, nous laisserons tous ces efforts dans l'ombre et nous n'allons pas en révéler la teneur. Alors, et pour revenir à l'histoire de ces deux femmes, un membre de leur famille qui était avec elles, lui ne peut pas venir, en tout cas pas par votre biais, parce que c'est une personne convertie à l'islam. C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, dans ces histoires de communautés juives dans des pays arabes aussi, des personnes qui ont dû changer de religion parfois parce que, eh bien, elles sont particulièrement isolées dans ces communautés. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut savoir qu'un nombre de juifs s'est converti ou préfèrent vivre auprès de la population locale en suivant les us et coutumes de cette population, même sans conversion officielle. C'est leur choix. Et s'ils choisissent de rester, il n'y a aucune raison de les forcer à partir. Il faut respecter ce choix. Nous ne sommes pas là pour faire des décisions et prendre des choix pour d'autres personnes. Donc nous offrons notre assistance à ceux qui souhaitent partir. Et effectivement, avec les deux personnes qui sont arrivées en Israël, était sortie une troisième personne, en fait, la fille d'une de celles qui sont arrivées en Israël. Et cette personne s'était convertie officiellement à l'islam, ce qui fait qu'elle n'est pas qualifiée d'obtenir un statut de Oleh Hadash. Donc d'après la loi du retour, elle ne peut pas obtenir un statut de nouveau immigrant. Nous lui avons proposé de demander un visa différent, un visa de touriste qui lui permettrait de venir en Israël et peut-être de demander l'asile ou d'essayer d'arranger son statut d'une autre manière auprès du ministère de l'Intérieur, mais elle a refusé de le faire et elle a préféré rentrer chez elle. Donc voilà, nous avons fait un maximum d'efforts pour permettre la Aliyah, pour permettre une venue en Israël à ceux qui l'auraient souhaité, mais ceux qui ne souhaitent pas venir, eh bien, force est de constater qu'on ne va pas les obliger à le faire. Ouais, et on n'envoie pas l'armée non plus israélienne en Syrie, surtout pas en ce moment, pour aller chercher donc ces citoyens. Merci Yigal Palmora pour avoir précisé donc cette histoire qui est quand même étonnante évidemment, puisque ça permet de constater qu'on peut encore trouver des membres de la communauté juive dans un pays aussi tumultueux que la Syrie. Yigal Palmor qui est porte-parole de l'Agence juive. Alors je reçois également à présent Daniel Sibony qui est écrivain et philosophe, qui connaît bien évidemment toutes les complexité de ce monde du Moyen-Orient. Vous êtes l'auteur du Grand Malentendu, Islam, Israël, Occident, qui bien traite justement des relations à la fois entre juifs et musulmans, mais aussi entre palestiniens et israéliens. C'était un peu l'objet de ce livre. Et puis vous publiez aujourd'hui Question d'être. Là, on est dans la philosophie entre Bible et Heidegger. Votre sentiment d'abord quand on vit dans l'histoire que vous venez d'entendre? Écoutez, j'ai l'impression d'être comme dans un musée, parce que moi je suis originaire du monde arabe, je suis né à Marrakech, et je sais, j'étudie la question, qu'il n'y a pratiquement pas de juifs dans le monde arabe. Je ne dis pas musulman, dans le monde arabe, il y en a 2-3 000 au Maroc, parce que c'est un pays spécialement tolérant, etc. Mais tous sont partis, il y a 1 million de juifs qui sont partis des pays arabes et par vagues successives à mesure que l'État d'Israël s'affirmait, si vous voulez. Non pas qu'ils soient tous allés en Israël, loin de là, mais que leur situation dans un pays arabe, être vue et comme juifs dans un pays arabe alors que d'autres juifs se battent avec des armées arabes, ça devenait tout à fait intenable. Et soit ils ont été chassés, soit ils sont partis d'eux-mêmes, soit contre paiement. Au Maroc, c'était contre du blé,
mais pas au sens argotique, au sens du blé. Pour faire de la farine. Voilà. Ouais. Et donc, ça dépend, chaque pays. Mais il y en a qui sont partis d'Irak ou d'Égypte, mais sans une boucle d'oreille. Ça veut dire vraiment sans rien. En laissant derrière, comme on dit. Je peux même vous dire qu'une fois, je me suis trouvé à Jérusalem avec un taxi arabe. On a parlé en arabe. Donc, il s'est détendu et il m'a fait la confidence. Il m'a dit, ben, tu vois, cette rue, autrefois, c'était que des maisons arabes. Et aujourd'hui, il n'y a que des juifs. Je lui ai dit, vous savez, si on était dans les rues de Marrakech, je vous aurais dit la même chose. Dans cette rue, il n'y avait que des maisons juives et des magasins juifs. Et là, il n'y en a plus. Donc, il y a des transferts de maisons, de populations, etc. Après tout, la vie s'en arrange très bien. Ça fait partie de l'évolution naturelle des choses. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Israël avec cette vague, par exemple, d'attentats, où certains disent de plus en plus il faudra arriver un jour à une séparation totale. C'est votre sentiment aussi quand vous avez écrit ce livre sur le grand malentendu. Vous parvenez à cette conclusion aussi qu'il faudra une séparation totale ? Je ne sais pas ce que ça veut dire une séparation totale, puisque les populations sont mêlées. Je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça en termes d'ensemble. Et c'est clair que s'il y a un État palestinien, ce sera un autre État qu'un État juif. C'est très clair, c'est évident. Et le problème d'ailleurs, c'est que la cause palestinienne me paraît un peu compromise parce qu'elle est portée par une fusée qui est trop puissante, qui est le djihad islamique mondial, si vous voulez. Donc cette fusée, elle risque de mettre la cause palestinienne en orbite planétaire et pas de la déposer sur un territoire concret. Vous voyez ? Donc ça, c'est d'ailleurs un paradoxe. Une cause qui risque d'être perdue parce qu'elle est trop fortement soutenue. C'est une des idées que je dis dans ce bouquin. L'autre étant que je m'émerveille plutôt qu'avec avec le côté originaire et radical de ce conflit, mais les gens arrivent quand même à vivre ensemble, à vivre entre eux, à avoir des échanges. Il y a une poignée, 20, 30, 40 cinglés qui foncent avec des voitures ou des couteaux. Mais je crois fondamentalement que les pulsions de vie l'emportent. Ça veut dire que les gens sont plus préoccupés à vivre, à exister, qu'à délimiter leur mentalité et a fortiori le territoire. Comment voulez-vous une séparation totale, je ne sais pas, à Jérusalem, quand les gens sont mêlés? Alors je pense que... Oui, on a vu s'ériger il n'y a pas longtemps des barrières parce que le gouvernement israélien a estimé qu'il fallait... Bien sûr, c'est des moments, mais je pense que à terme ou à long terme, vous savez, j'ai écrit un bouquin sur la psychanalyse du conflit du Proche-Orient et une des conclusions, c'était il y aura souvent la paix, souvent. Ça... Mais pas tout le temps. Mais évidemment. Ouais. Or, dans votre vie et dans la mienne et dans la vie de tout un chacun, il y a beaucoup de périodes de crise, de déchirement, de tension, mais en gros, on arrive à vivre. Ouais. Et donc, même dans cette situation qui est quand même un ombilique des conflits humains. Parce que là, ici, vous avez un conflit qui ne part pas des territoires. Hein. Si en rendant la Cisjordanie, on avait la paix, ça serait déjà fait depuis longtemps. Et selon moi, c'est plutôt l'impossibilité, depuis la restitution de Gaza, l'impossibilité de rendre la Cisjordanie sans que ça devienne comme Gaza, c'est-à-dire une succursale du djihad. Donc c'est plutôt les impossibilités qui se créent sur le chemin où en fait les gens ont envie de vivre. Mais ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui on est venu sur le terrain du religieux purement et simplement, qu'on n'est plus dans une histoire de territoire, de conflit politique? Absolument, mais pas j'appelle pas ça terrain religieux. Il faut bien se mettre dans la tête qu'aujourd'hui, les religions sont avant tout des marqueurs d'identité. C'est des identités. L'identité islamique, elle est construite et elle s'est reproduite à l'identique, malheureusement, parce qu'elle a peu évolué. L'identité juive, elle est très éclatée. Vous prenez deux juifs au hasard, des fois ils n'ont rien de commun. Et donc ce sont deux types d'identités extrêmement différents
Et en même temps, elles ont une emprise sur ce territoire qui est aussi très entrelacé. Il y a d'abord vous savez, les Juifs, enfin ce truc, même si on ne croit pas, c'est pas une question de croyance, c'est pas Dieu qui a donné la terre, c'est que c'est une terre dont un peuple n'a pas cessé de dire que c'était sa terre. Ben, ça en fait une terre bizarrement possédée. Ça veut dire que les autres n'ont jamais pu faire un État. Il n'y a jamais eu d'État autre que juif sur ce pays. C'est quand même quelque chose. Mais il y a eu l'islam qui a essayé de remplacer, qui a mis ses emblèmes, etc. Puis il y a le retour des Juifs. Donc c'est très complexe, mais ce n'est pas un problème de croyance religieuse. C'est un problème d'identité. Vous savez, j'ai eu un débat avec un imam récemment et je lui ai cité un verset du Coran qui était un verset non pas religieux mais d'identité. Il dit aux gens du livre, je ne vous le cite pas en arabe, c'est pas la peine, aux gens du livre, pourquoi vous vous battez sur Abraham ? Abraham, puisque la Torah et l'Évangile ne sont venus qu'après lui. Abraham, il conclut, n'était ni juif ni chrétien, ce qui est logique. Abraham était musulman. Et là, on a un petit mouvement de perplexité, parce qu'avec la même logique, s'il n'est ni juif ni chrétien, tant mieux, il serait encore moins musulman. Mais là, il dit, il est musulman. Donc, et Jacob aussi est musulman. Donc, c'est des questions d'identité. On ne dit pas, il a cru que, il a pensé que, on s'en fout. C'est, il a la carte identitaire. Et les autres, la Bible dit, Abraham, l'hébreu. Et puis Jacob, qui s'appelle Israël, il est plutôt hébreu. C'est des questions d'identité. Et quand une identité comme l'identité islamique qui a des problèmes, les printemps arabes, c'est des tentatives pour se dégager de ce carcan. Parce que les gens veulent vivre, mais ils ne peuvent pas ouvertement dire on en a marre de cet enclos, de ce cadre étouffant. Donc ils disent on veut exister, on veut un peu de liberté, on veut ceci, cela. Et apparemment, l'identité de fond, non pas la religion, encore une fois, c'est le dehors. C'est l'identité. T'es musulman ou tu l'es pas. T'es juif ou tu l'es pas. Et quand les problèmes identitaires se posent de cette façon aussi aiguë, ben, ça fait ce qu'on appelle des impasses identitaires. Et il faut que chacune accepte d'intégrer la faille, d'intégrer le manque, d'intégrer le renoncement à la plénitude totale. Bon, et c'est donc cet émerveillement que je transmets dans Le Grand Malentendu, qui laisse entendre qu'on peut quand même s'entendre un peu. Voilà, un peu, mais pas tout le temps, hein, vous l'avez bien dit. Pas trop. Et la nuance est importante. Merci Daniel Sibony. Le Grand Malentendu, Islam, Israël, Occident, chez Odile Jacob, et puis votre dernier livre, Question d'être entre Bible et Heidegger. Et ça a à voir avec ce que je viens de dire, parce que quand les gens se oublient quelques secondes l'identité pour essayer d'être, c'est-à-dire d'exister, pour poser des questions d'être, les choses deviennent plus claires. Merci d'avoir été notre invité ce soir, Daniel Sibony. Dans un instant, nouveau journal complet avec Daniel Altland. Bonne soirée. Merci à vous.